Bonjour et très bon réveil à toutes et à tous. Bienvenue à la matinale de Médien TV. Au programme, un tour d'horizon de l'actualité nationale mais aussi internationale dans les deux langues. Économie, sport et revue de presse. Le 7-9 commence tout de suite avec le journal de la rédaction dont voici les titres. Au Maroc, les prix des télécommunications sont globalement orientés à la baisse. Le fixe fait toutefois exception. Les chiffres de l'Agence nationale de réglementation des télécoms montrent une nette évolution sur tous les segments de télécom. Autre secteur qui ne connaît pas la crise, c'est le secteur bancaire. Les banques marocaines ont clôturé l'année 2014 avec 10 milliards de dirhams de bénéfices. Les détails du dernier rapport de Banque El Maghreb dans ce journal. Et le Conseil de sécurité de l'ONU approuve l'accord nucléaire signé par Téhéran et les grandes puissances mondiales. La voie est ouverte pour une levée des sanctions internationales contre l'Iran. On ouvre cette édition de Paris où 7 personnes d'origine subsaharienne ont fait intrusion dans les locaux de l'ambassade du Maroc. Ils y ont scandé des slogans hostiles au royaume et à sa politique migratoire. L'ambassade a immédiatement exprimé son étonnement face à cette intrusion et a dans la foulée déposé une plainte auprès des autorités françaises compétentes en y joignant les enregistrements et vidéos correspondants. Dans un communiqué, on apprend que ces personnes ont de manière organisée forcé l'entrée du bâtiment. Elles ont pris le soin de s'organiser pour filmer la scène. Les 7 intrus ont ensuite quitté les lieux après une longue altercation avec les agents de sécurité de l'ambassade. Il est à rappeler que grâce à la politique migratoire dans le cadre de la politique africaine solidaire menée sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a régularisé la situation à près de 20 000 migrants principalement d'origine subsaharienne. Sans transition, les factures de téléphonie mobile orientées à la baisse, selon les derniers chiffres publiés par l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, l'ANRT, au premier semestre. Les prix des télécommunications, ou plutôt des communications mobiles, ont accusé une baisse de 12% sur un an. Même scénario sur les prix d'Internet, où la facture moyenne par client s'est allégée de 21%. Pour la 3G, la baisse est toutefois tout aussi conséquente, 25%. Sur le segment du fixe, en revanche, les prix ont grimpé de 13%, toujours sur les 6 premiers mois de l'année. Enfin, notez que le parc 3G franchit la barre des 10 millions d'abonnés, soit un bond annuel de 48%. Et puis notez que pour permettre aux décideurs et aux professionnels ou aux simples curieux de suivre l'évolution du marché des télécoms au Maroc, l'ANRT vient de lancer une application mobile Morocco ICT Data qu'elle donne accès à des indicateurs, ou plutôt cette application donne accès à des indicateurs de téléphonie mobile, de la téléphonie fixe, de l'Internet, de la publiphonie, des noms et des domaines d'adresse IP, et ce dans les 3 langues, arabe, français et anglais. On revient sur ce rapport de Banque El Maghreb sur la situation des banques marocaines. Un rapport très positif pour nos institutions financières. En témoigne ce chiffre. En 2014, le secteur bancaire a pu engranger 10 milliards de dirhams de bénéfices. Les banques marocaines ne connaissent pas la crise. Un sujet de Tawfiq Nasseri. Ni le malaise de l'immobilier, ni l'envolée du coût de risque n'ont eu raison de la santé financière des banques marocaines. Les établissements de crédit affichent des résultats positifs, c'est ce qu'indiquent les données livrées par Banque El Maghreb dans son dernier rapport relatif à la supervision bancaire au titre de l'année 2014. Les bénéfices des 8 groupes bancaires marocains ont bondi de 10% par rapport à 2013, soit 10 milliards de dirhams engrangés en dépit d'un coût de risque s'élevant à plus de 11 milliards de dirhams. Si les établissements de crédit affichent une santé de fer, c'est grâce notamment aux activités de la banque de détail dont la contribution au résultat net s'élève à 81%. Banque El Maghreb a multiplié les services gratuits aux clients. Pourtant, la marge sur commission n'a pas changé, elle ressort à 9 milliards et demi de dirhams. Pour protéger leurs acquis et préserver le niveau de leur marge sur commission,
les banques pourraient annoncer une augmentation des frais des services payants. Les établissements de crédit ont d'ailleurs augmenté leurs tarifs de 7% sur les 3 dernières années et ce n'est qu'un début. Le rapport de Banque Maghrib a par ailleurs souligné que les filiales étrangères des banques marocaines ont montré plus de dynamisme dans l'évolution de leur chiffre d'affaires. Les revenus de ces filiales, pour la plupart installées en Afrique, ont connu une hausse de plus de 15% pour s'établir à 13 milliards de dirhams. Direction le nord du royaume, un gros éboulement rocheux est survenu dimanche sur la route nationale 16 qui relie Tétouan à Al-Husseima, plus exactement entre les localités de Tarra et Stehat, ce qui a causé l'arrêt de la circulation routière au niveau de cette section. Du coup, le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique a mis en place une batterie de mesures. D'abord, une signalisation adéquate de part et d'autre du tronçon concerné. La circulation a ainsi été interdite sur cette route. La circulation a été déviée au niveau de Wedlaou et de Jibha. 2 gardiens ont par ailleurs été assignés de chaque côté. Déviation de la circulation au niveau de Wedlaou donc, et de Jibha sur les itinéraires alternatifs et la mise en place de 2 gardiens. Et puis, notez également que la déviation de la circulation est assurée pour le moment à travers la route provinciale entre Wedlaou et Chefchaouen, la route nationale entre Chefchaouen et Bab Berred et via la route provinciale entre Bnirzine et Jibha. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne promet de renforcer son coup de pouce à l'économie tunisienne, notamment sur le tourisme, secteur ravagé par les récents attentats du Bardo et de Sousse. Il y a la volonté politique du côté de l'Union européenne de soutenir la Tunisie dans ses efforts de transition démocratique dans ces moments de difficultés économiques. Ce sont là les mots de la chef de la diplomatie européenne. Federica Mogherini a rappelé que l'UE était engagée à hauteur de 23 millions d'euros pour appuyer la réforme de la sécurité tunisienne. Elle a évoqué par ailleurs des pistes pour aller plus loin en matière de services de sécurité. Elle a également confirmé que des négociations en vue d'un accord de libre-échange entre la Tunisie et l'Union européenne s'ouvriraient à partir d'octobre. La Turquie a connu son tour de terreur hier. Un attentat suicide sanglant attribué par Ankara au groupe État islamique a frappé la ville de Surucu à la frontière syrienne. Bilan provisoire, au moins 31 morts, une centaine de blessés. Les victimes font partie d'un groupe de jeunes militants qui voulaient traverser la frontière pour aider à reconstruire la ville kurde de Kobane. Plusieurs médias turcs ont affirmé que l'auteur de l'attaque était une jeune femme d'une vingtaine d'années, mais cette information n'a pas été confirmée par les autorités turques. Peu après la première explosion, une autre attaque à la voiture piégée a tué 2 miliciens kurdes, dont le sud de Kobane. La Grèce a entamé le remboursement d'une partie de ses dettes envers le FMI et la BCE. Le gouvernement va verser 2 milliards d'euros d'arriérés au premier et 4 milliards à la BCE pour l'obligation qui est arrivée à échéance hier. Un demi-milliard d'euros a par ailleurs été versé à la Banque centrale de Grèce. Si Athènes a réussi à honorer ses engagements, c'est grâce au prêt relais débloqué la semaine dernière par le mécanisme européen de stabilité financière dans le cadre du nouvel accord entre la Grèce et ses créanciers. Et si l'Europe se montre solidaire en prêtant de l'argent frais à la Grèce, elle ne montre pas autant d'engouement en ce qui concerne les demandeurs d'asile. Les Européens s'étaient en effet mis d'accord pour aider l'Italie et la Grèce à gérer l'afflux de migrants sur leurs côtes, mais une solidarité à minima, alors que certains pays comme la France et l'Allemagne ont accepté sans grande difficulté de prendre leur part. D'autres ont continué à traîner des pieds. Il s'agit de l'Autriche et de la Hongrie avec 0 place de relocalisation. L'Espagne s'est montrée récalcitrante aussi. Du coup, sur les 40 000 demandes d'asile requises, un peu plus de 32 000 seulement ont été offertes. Le manque de place est à réparer comme convenu d'ici à décembre. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité
une résolution qui entérine l'accord nucléaire du 14 juillet. Un accord historique, tout juste donc signé par Téhéran et les grandes puissances mondiales. La nouvelle résolution prévoit la levée des sanctions imposées à l'Iran par les États-Unis et l'Union européenne. Manal Ardari. Tous les États membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont levé la main. Ils ont entériné l'accord avec l'Iran conclu le 14 juillet par les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Si Téhéran respecte cet accord, les résolutions de l'ONU approuvées depuis 2006 pour sanctionner l'Iran seront abrogées. Même si cet accord ne répond pas à toutes nos inquiétudes, s'il est respecté, il rendra le monde plus sûr. Cet accord historique prévoit la levée progressive des sanctions à condition que l'Iran respecte ses engagements. Les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des sanctions économiques bilatérales à Téhéran, des sanctions qui asphyxient particulièrement l'énergie et la finance. Notre délégation a fait preuve de fermeté pendant les négociations. Nous acceptons uniquement les engagements que nous sommes en mesure de respecter. Si l'Iran s'est engagé à remplir ses obligations, c'est parce qu'il s'attend à ce que les autres pays respectent leurs engagements. L'accord de Vienne est conclu pour une durée initiale de 10 ans, mais les membres permanents du Conseil de sécurité comptent le proroger de 5 ans supplémentaires. Désormais, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui est chargée de contrôler l'utilisation des matières nucléaires en Iran. Au Yémen, les forces pro-gouvernementales annoncent la reprise du dernier quartier contrôlé par les rebelles à Aden. Par ailleurs, un attentat revendiqué par le groupe État islamique a eu lieu près d'une mosquée chiite de la capitale Sanaa, sans toutefois faire de victimes. Une équipe technique arrivée des Émirats arabes unis doit aider à la remise en état de l'aéroport international de Aden, dont la tour de contrôle et le terminal ont été fortement endommagés par les combats. Climat tendu également au Burundi en ce jour de présidentielle. Élection controversée où le président Pierre Nkurunziza brigue un 3e mandat. À quelques heures de l'ouverture officielle des bureaux de vote, une explosion suivie de tirs ont été entendus dans la capitale Bujumbura. Ce matin, pourtant, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a rappelé aux autorités burundaises de doubler d'efforts pour assurer la sécurité pendant ces élections présidentielles. Au Mali à présent et après un long chantier, les mausolées de Tombouctou détruits par des extrémistes au nord du pays en 2012 ont été reconstruits. Ces monuments sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'UNESCO qui a saisi la Cour pénale internationale au sujet des destructions des mausolées. Les précisions de Manal Ardari. Une nouvelle vie pour les mausolées de Tombouctou détruits en 2012. Des groupes armés djihadistes avaient endommagé ces monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, car pour eux, ces tombes relèvent de l'idolâtrie. L'UNESCO a recruté des artisans locaux pour reconstruire 8 mausolées. D'autres seront rénovés avant la fin de 2015. 3 millions de dollars sur 11 millions nécessaires pour les travaux de rénovation sont déjà mobilisés selon la directrice de l'UNESCO. Le monument Al-Farouk, symbole de l'indépendance, et plusieurs mosquées seront reconstruits. Quant aux manuscrits de la grande bibliothèque de Tombouctou, dont quelques 350 000 ouvrages, ils ont été mis à l'abri à Bamako. Selon la Convention de La Haye, la destruction d'un patrimoine culturel est considérée comme un crime de guerre. L'héritage culturel de Bamako remonte à une période qui s'étend du XIIIe au XVIIe siècle, quand les caravanes traversaient le Sahara. Un mot de culture pour clore ce journal. Agadir réunit à partir de demain une pléiade d'artistes amazirs et des stars de la chanson à travers le monde. C'est la 12e édition du festival Timitar qui promet un nouveau melting pot musical à son public. Un public de plus en plus nombreux. Certaines éditions de Timitar ont attiré jusqu'à plus de 500 000 visiteurs. Retour sur le succès d'un festival devenu incontournable pour la région d'Agadir avec Amina Ben Khalaq.
Un rendez-vous incontournable pour les musiques du monde. Voilà l'image que s'est forgé le festival de Timital en 12 ans d'existence. Chaque année, même scénario, 3 ou 4 jours de festivités pour célébrer le meilleur des répertoires traditionnels et contemporains. Des artistes de renom se sont produits sur la scène de Timital, comme Marcel Khalifa, Alpha Blondy ou encore Jimmy Cliff. Les stars nationales de musique amazigh, chabi ou orientale ont aussi été à l'honneur, à l'image d'Izen Zaren, Najat Atabou et Samira Saïd. Pendant les jours de festival, pas de répit, une quarantaine de concerts et spectacles sont organisés sur les scènes de Place El Amal, Place Bijawad et le Théâtre de Verdure. Dès ses débuts en 2003, Timital a fait fort en attirant près de 400 000 spectateurs. Ce nombre a augmenté au fil des années car les dernières éditions ont gagné en popularité. Elles ont accueilli près de 600 000 festivaliers. Le festival Timital est devenu la marque de fabrique de la région au niveau culturel. Paris donc gagné pour le conseil régional de Souss Massadra qui a initié l'événement avec une ambition, faire découvrir la culture amazigh à l'échelle internationale.